Hommage, soutien indéfectible et feuille de route, la présidente de la Commission européenne a placé l'Ukraine au cœur de son discours annuel sur l'état de l'Union. C'est à Izium que le président ukrainien a fait sa première visite dans les territoires repris à l'armée russe après la contre-offensive de Kiev ces derniers jours. La flambée de violence qui oppose de nouveau Arménie et Azerbaïdjan depuis le début de la semaine a déjà fait plus de 150 morts. Devant les religieux du monde entier réunis dans la capitale du Kazakhstan ce mercredi, le pape François a mis en garde contre l'instrumentalisation du sacré et le fondamentalisme. Une fois le discours de la présidente de la Commission européenne sur l'état de l'Union terminé, place aux commentaires des eurodéputés. Un grand nombre approuve la proposition d'une contribution exceptionnelle des fournisseurs d'énergie. Paradoxalement, les plus fortes réserves exprimées sur cette question sont venues de la propre famille politique d'Ursula von der Leyen. Pouvez-vous imaginer une taxe exceptionnelle et un plafonnement des prix décidés au niveau national sans un vote au Parlement national? Nous parlerions alors d'un problème démocratique. Mais aujourd'hui, nous avons en Europe des propositions de la sorte sur la table et cela ne devrait pas être la norme. Une quasi-majorité des parlementaires affiche son soutien à l'Ukraine. De nombreux élus estiment, à l'image de la présidente de la Commission, que les sanctions contre la Russie doivent être maintenues. Il serait complètement absurde de changer de direction alors que nous voyons sur le terrain les premiers résultats et le début de l'échec de la stratégie de Vladimir Poutine. Il faut donc poursuivre car il ne s'agit pas seulement de prix et d'euros, il s'agit de démocratie. Si Ursula von der Leyen a bien évoqué la question de la défense de l'état de droit en Europe, les Verts au Parlement contestent la substance de ses propos. Je pense que l'état de droit au sein de l'Union et comment faire face à ce qui se passe dans les États membres, comme la Hongrie et la Pologne, ce point est le grand absent du discours d'Ursula von der Leyen. Nous attendions des mots plus forts sur la défense des droits fondamentaux. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec la restriction en Hongrie du droit à l'avortement, cela nous inquiète énormément. Les eurodéputés attendent désormais avec impatience les prochaines semaines et les prochains mois pour voir la Commission transformer ses paroles en actes. Drapeau ukrainien fièrement hissé, avec en fond l'hymne national. Main sur le cœur, c'est dans une ville libérée que le président Zelensky s'est rendu ce mercredi. Izium est l'un des nombreux sites clés repris aux mains des Russes ce week-end lors d'une contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne qui affirme avoir reconquis près de 6000 m² de terrain. Cette vision est très choquante. Mais ce n'est pas un choc pour moi, parce qu'on a commencé à voir les mêmes images de Boutcha depuis les premiers territoires libérés. Les mêmes bâtiments détruits, des gens tués. Et que puis-je dire? C'est la partie de notre histoire réelle. Et c'est ce que la nation russe moderne fait. Mais cela veut dire qu'avec notre armée, la vie revient. Les stigmates de nombreux bombardements du Kremlin. Terrés dans leurs habitations sous occupation russe, la population redécouvre une ville méconnaissable. Des appartements détruits, pillés et les premières traces de torture sur certains corps. L'Ukraine redoute désormais la découverte de nombreux crimes de guerre dans les villes libérées. La flambée de violence qui oppose de nouveau Arménie et Azerbaïdjan depuis le début de la semaine a déjà fait plus de 150 morts. Ce mercredi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé qu'au moins 105 militaires de son pays avaient été tués. L'Azerbaïdjan a de son côté annoncé la mort de 50 de ses soldats. Ces affrontements qui ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi inquiètent notamment la communauté internationale. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit. Nous appelons à la retenue en cas de nouvelle hostilité militaire. Nous encourageons les deux gouvernements à rétablir des lignes de communication directes par les canaux diplomatiques et militaires et à s'engager à nouveau dans un processus diplomatique pour résoudre la crise. Outre les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Iran et la Turquie ont également exprimé leurs préoccupations et appelé à la fin des violences.
Ces nouveaux affrontements sont les plus intenses depuis la dernière guerre qui a opposé ces deux pays du Caucase en 2020, une guerre qui avait fait plus de 6500 morts. Au matin de son deuxième jour au Kazakhstan, le pape François a demandé l'arrêt de l'instrumentalisation de la religion. Le souverain pontife s'adressait aux responsables religieux du monde entier pour l'ouverture du 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles dans la capitale Nour-Sultan. Les représentants d'une cinquantaine de pays y étaient conviés. Puissions-nous ne jamais justifier la violence. Puissions-nous ne jamais permettre que le sacré soit exploité par le profane. Le sacré ne doit jamais être un accessoire pour le pouvoir, ni le pouvoir un accessoire pour le sacré. La veille, le chef de l'Église catholique avait déploré une époque marquée par le fléau des guerres, sans pour autant directement citer l'Ukraine. Le pays hôte est un allié de la Russie. Ce mercredi, assis à côté du pape, le dirigeant du Kazakhstan a loué ce dialogue entre les différentes religions, souhaitant, selon lui, toutes agir pour la paix. Les chefs spirituels sont les gardiens de la conscience de l'humanité. Par conséquent, qui mieux que vous peut montrer la voie de la confiance mutuelle, de la bonté et de la paix? Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de solidarité. Pour construire un nouveau système de sécurité internationale, nous avons tous besoin d'un nouveau mouvement mondial pour la paix. Parmi les évêques, imams, rabbins ou moines bouddhistes présents se trouvait le métropolite Antoine Sevriouk, chargé des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe, qui a fermement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Le puissant patriarche orthodoxe russe Kirill, proche de Vladimir Poutine, a lui décliné l'invitation. Cette visite est la deuxième d'un pape depuis 2001 dans l'ancienne République soviétique, pays à majorité musulmane. Avant ce voyage, le pape François a prévenu que ce serait l'occasion de ce qu'il a appelé un dialogue animé par le désir mutuel de paix, une paix dont le monde entier a soif. Reporté ou annulé, le doute planait depuis quelques jours. C'est désormais officiel, Belgrade sera bien l'une des seules capitales européennes privées de marche des fiertés. La décision a été confirmée par la police ce mardi. Raison invoquée, un risque d'affrontement avec des militants d'extrême droite. Il est scandaleux qu'après tant d'années de marche des fiertés réussies, qui plus est l'année où l'Europride se déroule à Belgrade, que notre marche des fiertés ait été interdite le jour même où la première ministre est ici pour ouvrir une conférence sur les droits de l'homme. On parle d'une menace pour la sûreté, mais qui menace notre sécurité? Pourquoi ces personnes n'ont pas été arrêtées? De quoi s'agit-il? Prêtres orthodoxes, gangs de motards ou nationalistes d'extrême droite, ce dimanche, ils étaient des milliers à manifester contre la Pride à Belgrade et ont programmé une autre manifestation le 17 septembre, jour où devait se tenir la marche des fiertés. Quelles que soient les raisons invoquées par l'État, en Serbie, la communauté LGBT le sait, l'homophobie reste profondément ancrée et le mariage homosexuel n'est toujours pas reconnu. Les organisateurs de la marche ont promis de faire appel et ont d'ores et déjà dénoncé une violation de la Constitution. La plus haute juridiction de l'Union européenne valide l'amende record infligée par Bruxelles à Google en 2018 pour abus de position dominante de son système d'exploitation Android. Elle a toutefois jugé approprié de réduire le montant de la sanction de 4,3 à 4,1 milliards d'euros, sans revenir pour autant sur la décision de la Commission. Dans un communiqué, les magistrats ont confirmé que l'entreprise californienne obligeait bien les fabricants de smartphones, utilisateurs de son système d'exploitation Android, à installer d'office son moteur de recherche et ses applications connexes. Elle aurait ainsi abusé de la force de frappe de son logiciel, utilisé sur 80% des appareils mobiles dans le monde. Même réduite, cette amende reste la plus élevée jamais infligée par la Commission européenne qui veille au bon fonctionnement des règles de concurrence au sein du marché unique. Google n'a pour l'instant pas annoncé s'il comptait faire appel devant la Cour de justice de l'UE.
Reste que le géant américain a largement les moyens de payer l'amende. Pour la seule année 2021, il a réalisé un bénéfice record de 75 milliards d'euros.